Bonjour Nathalie Loiseau, vous vous installez sur le plateau de Télématin. Vous êtes députée européenne, je le disais, l'Europe qui réagit dans l'urgence, on l'a entendu, à l'émergence d'un virus variant, un virus mutant, dit-on, en Grande-Bretagne. La France notamment a suspendu depuis minuit pour une durée de 48 heures tout transport venant du Royaume-Uni. 48 heures, c'est le temps qu'il faut pour vérifier si ce virus est ou non contagieux, comme on le dit, plus contagieux. Alors d'abord, il a fallu parer au plus pressé. Donc on ferme pour en savoir davantage, notamment sur la capacité des tests PCR à repérer cette variante-là du virus, l'efficacité du vaccin par rapport à cette variante-là, et puis la coordination européenne, parce que nous, Français, on a une responsabilité particulière, c'est que le tunnel sort en France, et que c'est non seulement vers la France que vont les Britanniques qui arrivent par le tunnel sous la Manche, mais vers le reste de l'Europe. Donc la coordination européenne a commencé hier après-midi au niveau technique. Elle se continue ce matin. Elle a commencé, mais pour l'instant, elle a échoué. Effectivement, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se sont parlé, mais la réponse c'est un peu chacun pour soi. Il y a encore des pays comme l'Espagne, par exemple, qui n'ont pas interdit les transports venant de Grande-Bretagne. Et qui demandent la coordination Ouais. européenne. En tout cas, c'est une réponse à tous ceux qui nous racontent toute la journée que l'Europe impose, qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec ses frontières à cause de l'Europe. En réalité, chaque pays peut faire ce qu'il veut, mais il est souhaitable de se coordonner. Est-ce que c'est une bonne chose, en l'occurrence Il est dans ces souhaitable de se circonstances coordonner. Ça a commencé hier, ça continue ce matin. Et nous avons, nous, Français, un rôle particulier parce que nous sommes le point d'entrée sur le continent pour les Mais Britanniques. chaque pays peut faire ce qu'il veut, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faudrait, selon vous, imposer une décision pour toute l'Europe des 27 ? Alors, je pense que les situations sont différentes, mais je pense que se parler, se coordonner, savoir ce que font les uns et les autres, savoir ce que savent les uns et les autres sur l'évolution du virus, c'est ce qui est en train de se passer. C'est la bonne réponse, c'est la bonne approche. Et honnêtement, ça a été vite. Tout a été fermé hier soir. Les nombreux Français qui vivent en Grande-Bretagne et qui espéraient retrouver leur famille pour les fêtes de fin d'année, pour eux, c'est fichu, si j'ose dire. On va voir. Si le test PCR est efficace, on leur a dit dès hier, faites-en un. Si demain, après-demain, on a le sentiment que ça permet de savoir que des gens qui ont été testés négatifs peuvent voyager, on n'empêchera personne qui ne pose pas de problème particulier. Mais il y a évidemment une responsabilité collective à ne pas faire entrer, s'il n'est pas déjà là, une nouvelle variante du virus en Europe. Alors justement, en France, le virus continue à circuler, mais je cite Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, moins vite, beaucoup moins vite qu'ailleurs, a-t-il même dit. Ça veut dire quoi que la France a eu raison d'imposer un confinement avant les autres pays. Est-ce que aujourd'hui on voit du confinement en Allemagne, en Italie? Oui, mais est-ce que l'épidémie n'est-elle pas vouée à passer indéfiniment d'un pays à l'autre si là encore il n'y a pas de réponse coordonnée avec chaque pays qui décide de façon différente des confinements et à des dates Coordonné, ça différentes? ne veut pas dire autoritaire, la même chose partout. Ça veut dire que chaque pays, en fonction du niveau d'infection, au niveau de circulation du virus, prend ses décisions. On va être honnête, il faudrait plus de politique européenne de la santé. On partait d'une situation où il n'y en avait pas du tout. Ce n'était pas une compétence européenne. Ça reste encore à peine une compétence européenne. On ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas faire ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Ceci étant, on a beaucoup entendu que la politique française était trop dure, que le deuxième confinement était attentatoire aux libertés. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est passé à travers la deuxième vague du virus d'une manière qui a permis Mais à c'est nos d'une hôpitaux troisième de vague tenir, c'est d'une troisième vague dont on parle et on maintenant, se Madame Loiseau. souvient que c'était Oui. le premier objectif, et à l'activité économique de tenir en C'est le dehors de bilan. certains secteurs. Mais si on se tourne vers l'avenir, Madame Loiseau, qu'est-ce qui va empêcher l'émergence d'une troisième vague que, vous le savez, certains hôpitaux redoutent déjà et certains autres hôpitaux se préparent déjà à cette troisième vague qui apparaît inéluctable après les fêtes de Noël? Moi et l'ensemble des Français. C'est des comportements individuels qui donnent une réponse collective. Évidemment, les gestes barrières, évidemment, faire attention. On a vu hier ces images, les apéros de rue, etc. Est-ce que c'est un droit de l'homme, l'apéro de rue? Est-ce que c'est indispensable, en pleine deuxième vague, de se réunir quelque part dans le 4e arrondissement, tous agglutinés sous une lampe chauffante pour boire un vin chaud? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'ils ont été respectés, les gestes barrières, au Conseil européen de Bruxelles il y a quelques jours, là où Emmanuel Macron a été
contaminé selon toute vraisemblance? Alors, selon toute vraisemblance, sauf qu'on ne le sait pas, vous savez, vous montez dans un avion, vous touchez une poignée de porte. Pour avoir beaucoup été au Conseil, je peux vous assurer que ce n'est pas un endroit où vous êtes à touche-touche. Il y a beaucoup de place entre les uns et les autres. Ceci étant, rappelez-vous une chose, c'est qu'ils ont tous travaillé, ils ont fait une nuit blanche pour travailler sur les objectifs climatiques. Ils ont retravaillé le lendemain. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont contaminés là, mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas en forme à la sortie. Est-ce que le bon exemple a été donné, néanmoins, soyons francs, y compris dans ce fameux dîner qui a précédé l'annonce de la maladie d'Emmanuel Macron, où on a su qu'il y avait eu 10 personnes à table, alors qu'on en recommande 6 pour tous les Français, que des hommes, entre parenthèses. Ça, c'est ce qui me plaît le moins, je vais être honnête. C'est le manque de parité, parce que je pense qu'on est toujours plus intelligent quand on est un peu différents les uns des autres. Alors, la table, la fameuse table de ce dîner, c'est pas notre table là, hein. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus grand. Par ailleurs, travailler après le couvre-feu, je vais vous faire un aveu. Nous tous, politiques, on travaille longtemps après le couvre-feu, comme vous, journalistes, comme beaucoup de gens, pour qui l'actualité ne s'arrête pas à 20h. On l'a dit dans le journal, l'Agence européenne du médicament doit rendre sa décision aujourd'hui sur la mise en service du vaccin Pfizer-BioNTech. Est-ce qu'il y a du suspense? Est-ce qu'il y a une chance que cette agence, que vous connaissez bien, donne un avis négatif? Alors d'abord, c'est une bonne chose. On connaît la défiance par rapport au vaccin dans un pays comme le nôtre. L'Agence européenne du médicament, c'est des dizaines d'experts qui ont pris le temps de regarder la littérature scientifique, qui ont regardé les essais cliniques sur des dizaines de milliers de gens. Je pense qu'ils vont dire oui. Ils vont regarder le deuxième vaccin Moderna d'ici début janvier. Donc les vaccins vont être disponibles le 27 décembre partout dans l'Union européenne pour que très vite on puisse vacciner d'abord les plus fragiles. Moi, j'ai un vieux papa et je vous assure que je vais tout faire pour qu'il ait envie de se faire vacciner très vite. Dernière question, Nathalie Loiseau. On revient à la Grande-Bretagne et à l'Europe pour parler du Brexit. Il devait y avoir, en mauvais français, en anglais, une deadline, c'est-à-dire une heure limite hier à minuit pour qu'on se mette d'accord entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Ça n'a pas été le cas. Le suspense continue. Est-ce que vous croyez qu'on aura un accord le 1er janvier, avant le 1er janvier, dans 10 jours, pour éviter ce fameux no deal, ce Brexit sans accord? Cet accord est très difficile parce que nous avons du côté britannique beaucoup d'idéologie, là où les Européens sont très pragmatiques et très réalistes. Et c'est compliqué quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est coincé dans des slogans et dans une idéologie. Pas seulement. Par exemple, les Anglais, les Britanniques défendent leur zone de pêche. Vous le savez, que les Européens veulent continuer à exploiter. Est-ce que vous savez depuis combien de temps les pêcheurs européens pêchent dans des eaux qui sont devenues britanniques? Vous allez nous le dire. Combien de dizaines d'années? Des siècles. Donc la réalité, c'est que le Brexit n'était pas destiné à porter atteinte à des habitudes, à des intérêts qui datent depuis des siècles. On essaye de trouver un accord, c'est très difficile. La deadline d'hier soir, elle dit une chose très simple. Nous, parlementaires européens, à ce stade, nous ne pouvons plus ratifier un accord s'il y en a un cette année. Nous avons prévenu. Donc il y aura de fait un no deal le 1er janvier. Donc il y aura de fait un no deal, technique ou pas, mais le 1er janvier, il va y avoir un gros décrochage et il faut s'y préparer.